C'est lui? Oui. Ah oui, et puis surtout, vous révisez bien, essayez de réviser vos fondamentaux IT et technologiques, hein, et notamment du jeu, parce qu'il y a de beaux lots à gagner. Et exceptionnellement, et je remercie d'ailleurs une équipe de Microsoft, pour la question la plus difficile, vous allez pouvoir gagner la première génération de l'HoloLens de Microsoft. Alors, c'est plutôt du collector, mais c'est un très très bel objet quand même. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour faire des présentations rapides, je suis... Hop, dans ce sens-là. Je suis Thomas Constant, je suis directeur pédagogique de l'école GTech du groupe Gaming Campus à Paris. Et j'interviens ici pour parler, donc je reviens, hop, une slide précédente, sur quel métier faire quand on aime le jeu vidéo. Donc, vaste question, mais ce sera focalisé le plus possible sur le développement, même si on peut aller regarder ce qui se fait un peu ailleurs. J'interviens seul sur scène, mais néanmoins, je suis accompagné de Nathalie Philippe, qui est ici présente, qui est responsable des relations entreprises et de l'employabilité au sein de Gaming Campus aussi. Et on a eu la chance de pouvoir écrire un petit papier, justement, dans le magazine Programmé qui va sortir. Donc en gros, le contenu de cette présentation plus détaillée, avec plein de bullet points, avec tout ce qu'il faut pour tout savoir sur les métiers de développeur de jeux vidéo, vous pouvez l'avoir dans Programmé. Et vous avez aussi, incroyable, ce guide métier qui est édité par l'école, qui est gratuit, prenez-le. Il est super bien fait, il y a tous les métiers du jeu vidéo, il y a aussi les salaires qui sont associés ou autres. C'est assez riche, c'est bien fait, c'est cool. C'est un peu comme le guide Kodak qu'on faisait à une époque pour le cinéma. Mais là, vous l'avez pour le jeu vidéo. Alors, pour répondre à cette grande question, je voulais commencer, mais je me suis fait un peu piéger par François. C'est toujours un peu difficile de passer après François, parce qu'il parle de plein de choses. Et du coup, quand on passe derrière et qu'on veut parler des mêmes choses, il y a une blague que je fais d'habitude, que les étudiants connaissent, parce que j'ai quelques étudiants dans la salle. Et donc, du coup, ça a moins bien marché. Mais est-ce que vous pouvez me dire qui sont ces personnes? Alors non, alors pas les 3 étudiants de Gaming Campus à qui j'ai déjà fait la blague. Ah, il y a du John, ouais. Il y a 2 John. Ouais, voilà. Il y a le beau Romero, quand même. Toujours une coiffure incroyable. Carmack qui est le plus cool du gang. Et puis il y en a certains qui sont un peu coincés dans une autre époque. Les années 70 sont toujours là alors qu'on était quand même en 93. Et il y en a un qui n'a pas compris qu'il était dans une petite entreprise de développement de jeux vidéo et qui est habillé comme s'il était à la BNP. Je vous laisse deviner qui c'est. Il ne sourit pas du tout, il a des lunettes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens? C'est que aujourd'hui ce sont des rockstars. Bon, ça a été en 93 aussi, puis encore plus après. Ce sont vraiment des gens qui sont considérés comme des génies. Donc ça, ok, c'est un point commun. L'autre point commun, ils ont une manière de s'habiller qui est un peu particulière, mais qui revient à la mode. Donc je ne jugerai pas. L'autre point commun, c'est qu'ils ont des coiffures aléatoires, mais moi aussi c'est mon cas, donc je ne jugerai pas non plus. L'autre point commun, ça c'est un peu plus moche, c'est que des mecs. Et en termes d'évolution sur le métier de développeur, ça change un peu, mais pas assez vite. C'est-à-dire que si on refait une photo d'une équipe de développement de jeux vidéo, juste du développement, programmation ou autre, programmeur gameplay ou autre, on trouve pas beaucoup de femmes. C'est en train de changer, mais c'est encore un peu mou, on va dire. Et ils ont fait, merci François. Ils ont fait Doom, sauf qu'à la différence de François... Ah zut, j'ai pas le son. Et ben voilà, sans le son, donc c'est nettement moins fun parce qu'on n'a pas la vieille guitare, l'effet vieille guitare électrique en MIDI. Donc Doom, qui n'a pas joué à Doom de 93? Il n'y a pas de honte, vous pouvez lever la main très très haut. Donc eux, ils n'ont jamais joué, voilà. Non, voilà, bravo. Alors, c'est un jeu qui est un peu vieilli. Encore là, c'est une version qui est quand même un peu remise au goût du jour, puisque le moteur a été récupéré par la communauté. Ils en ont fait même un vrai moteur 3D, entre guillemets. C'est plus de la projection, il y a des vrais modèles 3D ou autres. Vous avez la possibilité d'utiliser l'Ultimate Doom Builder, qui est un éditeur pour créer ses propres niveaux de Doom, qui est super bien fait, qui est absolument génial à utiliser. Il y a un peu de code à faire. C'est pas du C++, c'est pas du C#, c'est le code de l'époque, puisque
Il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire que quand ils ont développé ensemble ce jeu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de game designer, il n'y avait pas de level designer, il n'y avait pas de sound designer, il n'y avait pas de graphiste. Il y avait peut-être quelqu'un qui s'occupait à un moment du marketing parce que justement toute la partie shareware, c'était quand même une très bonne idée et ça a permis de vendre le jeu. C'était juste des développeurs qui faisaient à peu près tous les métiers du jeu vidéo. Tous ensemble. Et chacun faisait son petit niveau, ils se les testaient entre eux, si ça passe, ok, ça va intégrer la version finale ou autre, etc., etc. Donc ça veut dire qu'ils avaient autant des gens qui allaient s'occuper de développer le gameplay, que des gens qui allaient designer le gameplay, que des gens qui allaient faire aussi des outils pour la conception des niveaux. Donc des solutions maison qui n'ont jamais mis à disposition par ailleurs, ils n'ont jamais mis à disposition leur outil de conception de niveau. Et c'est pour ça que la communauté s'est appropriée en fait cet outil-là, pour qu'il y ait une conception de niveau de Doom, et chaque année, donc vous pouvez aller voir sur le site Doom World, il y a les Kako Doom, qui est une compétition de conception de map pour Doom. Et vous avez des choses qui sont complètement incroyables. Évidemment, c'est gratuit, il faut juste posséder le Doom d'origine. Il est à 3 balles sur Good Old Games, ça coûte rien, ça fonctionne très bien. L'interface est même un peu modernisée ou autre. Et dernièrement, vous avez même des jeux qui sont faits sur GZ Doom, donc qui est le moteur mis au goût du jour de Doom, qui sortent sur Steam. Donc des FPS complets avec même une partie de multijoueur. Évidemment, il y a tout un travail de shaders derrière qui fait que c'est beaucoup plus agréable à l'œil que ça ne peut l'être là, même si moi j'aime particulièrement ce rendu. Donc c'est un jeu qui est assez vieux maintenant sur le papier, mais qui est encore toujours vivant. Il est toujours vivant parce que la communauté l'a récupéré, mais aussi parce que tout simplement ça a influencé toute la conception des jeux de tir à la première personne dès 1993. Mais il y a eu des évolutions assez notables. Ça, c'est Doom 2016. Alors là, qui a joué à Doom 2016 ? Il y en a encore moins que du premier Doom. Ah ouais, c'est marrant. Bon, c'est très bien Doom 2016. En fait, il y a eu un grand... Après Doom 3, qui est un jeu assez brillant, notamment sur le plan technique. Les équipes d'id Software ont eu du mal à se réunir autour d'un projet commun. Et il y avait eu une volonté de créer un Doom beaucoup plus moderne. Et ils ont fait une espèce de Call of Duty, enfin de Doom version Call of Duty. Ça a mal tourné dans l'équipe. Une partie est partie, une partie de l'équipe a pris la porte, c'est mieux dit comme ça. Et ils ont rebooté plusieurs fois le projet pour arriver à cette version-là de Doom. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la musique, parce qu'en dehors des effets gore, il y a quelque chose, j'aurais peut-être dû prévenir, c'est un peu gore. Voilà. C'est un peu trop tard pour le dire. Je suis désolé s'il y avait des gens qui étaient un peu soucieux de ça, je m'en excuse. Mais en gros, ce qui est assez saisissant en regardant ces deux vidéos côte à côte, c'est que ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un bond en termes de rendu graphique qui est hyper impressionnant. Ça, c'est sûr. C'est fluide, c'est magnifique, il y a des shaders de partout, ça brille, les explosions sont incroyables, etc. Mais ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'en termes de gameplay, il y a certes une grosse évolution, enfin il y a 2 évolutions marquantes, mais on se retrouve un peu dans quelque chose d'assez analogue. Ça commence, il y a un petit couloir, il faut avancer, on a une alternance de couloirs et d'arènes, et on doit tuer des monstres. L'objectif, plus dans ce Doom-là que dans le précédent, c'est de faire de vous le chasseur et non plus le chassé. Donc là, on a un plaisir un peu plus fort à aller tuer des monstres, contrairement au premier, où il fallait surtout survivre et trouver son chemin dans un labyrinthe. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas la musique, mais bon, ce qui est aussi assez saisissant, c'est l'évolution en termes de musique, et notamment avoir une musique qui s'adapte à votre comportement et à ce qui se passe à l'écran. Donc il y a plein de choses qui ont évolué, mais en même temps, il y a toujours une base commune. Et je voulais justement revenir là-dessus, donc là c'est aussi une slide que je pense que certains étudiants connaissent. C'est en gros, aujourd'hui, donc c'était parfait, il y a eu un historique justement de l'évolution des technologies liées aux jeux vidéo, et en particulier des consoles. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui avec les consoles dernière génération. Qui en a d'ailleurs ? Qui a une PS5 par exemple ? Ça m'a toujours rendu curieux. Ok. Une Xbox One XS série X3, allez, encore moins de gens. Et une Switch ? Ouais, ça marche. Voilà, en fait, on se retrouve avec des consoles qui ont exactement la même architecture que des PC modernes. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait qu'en termes de ce qu'on demande en termes de développement, de compétences pour développer des jeux consoles et des jeux PC aujourd'hui, c'est la même architecture et ce sont les mêmes compétences, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés. Et ça se voit d'ailleurs puisque les 2 grands constructeurs se tournent de plus en plus vers, disons, la dimension software plutôt que hardware. Dernièrement, Microsoft a annoncé
ouais, on va finalement sortir nos jeux sur PlayStation et sur Switch, vous inquiétez pas, on continue de faire des Xbox. Hein. Non, 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 ça veut rien dire, vous inquiétez pas, on va continuer à faire des Xbox, c'est sûr. Et du côté de Sony, ben, ils sortent leurs exclusivités sur Steam, donc on peut jouer à Uncharted ou alors Spider-Man sur Steam, Horizon Zero, etc. À une époque, c'était beaucoup plus compliqué de faire ça. Déjà parce qu'il y avait des contrats d'exclusivité, et en plus parce que l'architecture des consoles était très différente, ou même d'un PC. Par exemple, Silent Hill 2, donc certains ont peut-être vu la démo du remake de Silent Hill 2. Allez, petite question troll. Qui a aimé cette vidéo? Ah, voilà, bravo. Bon. Non, non, il n'y a aucun problème, on pourra en discuter après. Silent Hill 2, c'est un jeu qui a fait l'objet de au moins 2 remasters. Et dans les 2 remasters, aucun de ces deux-là n'arrivait à restituer l'expérience du jeu d'origine sur PlayStation 2, et notamment certains effets graphiques. Parce que les spécificités de la PlayStation 2, pour ceux qui en ont une, si vous vous souvenez, il y avait tout un emballement sur le fait qu'on a une puce qui s'appelle l'Emotion Engine et qui va nous permettre d'avoir des jeux qui sont beaucoup plus portés sur l'émotion et tout. Moi, ça a marché, hein, j'étais ado, c'était trop bien. J'ai acheté la PS2 rien que pour ça. Et pour voir Matrix et Gladiator en DVD aussi. Et du coup, bah, en fait, cette puce-là, il faudrait faire tout un travail de rétro-ingénierie pour arriver à restituer le rendu graphique. Par exemple, le brouillard n'est pas du tout le même. L'effet qu'on avait sur des tubes cathodiques qui sont perdus dorénavant sur des écrans plats OLED ou autres avec une résolution bien plus élevée. Donc on a perdu énormément de choses en essayant de remasteriser un peu à la va-vite ces jeux-là. Et ça aussi, c'est assez saisissant et ça montre à quel point les technologies étaient différentes et surtout très éclatées. Et ce qui n'est plus le cas maintenant. Même la Switch, c'est une console avec des composants mobiles d'il y a 5 à 10 ans. Et c'est pas un souci, hein. On appelle ça optimiser ses ventes et son architecture. Et à côté de ça, on est capable de réaliser le dernier Zelda, qui est l'un des jeux les plus impressionnants sur le plan technique de ces dernières années. Qui a joué à Zelda Tears of the Kingdom? Par contre, les titres sont affreux. Alors il faudrait qu'il y ait plus de gens qui y jouent parce que c'est vraiment un jeu incroyable. Juste la possibilité d'avoir un jeu de construction dans un Zelda et que tout tourne, mais vraiment super bien sur une petite carte mémoire comme ça. Ça vous prend 8 gigaoctets d'installation. Le dernier Call of Duty, il en fait 200. Et c'est toujours la même sauce. Par contre, la différence entre les deux, c'est que Nintendo, alors ils ne précisent pas leur budget, et ça aurait été intéressant, j'aimerais bien un jour savoir combien ça leur coûte, mais ils ont quand même pris 1 an pour playtester tout le jeu, et pour vérifier que tout fonctionne au poil. Là où sur l'exemple de Cyberpunk est assez incroyable, Cyberpunk, ils auraient pris 1 an supplémentaire, le jeu n'aurait pas été une catastrophe à sa sortie. Mais ce sont quand même des développeurs qui se sont appliqués, parce qu'ils ont quand même remis le jeu en place. No Man's Sky aussi est un bon exemple de jeu qui a été complètement rushé dans son développement, où je n'ose même pas imaginer ce que les équipes de développement ont dû supporter. Le jeu est sorti avec les réseaux sociaux, les notes Steam ou autres. Ils se sont pris une volée de bois vert et j'aurais jamais voulu être à leur place parce que c'était horrible ce qui leur est tombé dessus. Mais ils ont continué à travailler sur le jeu et aujourd'hui, No Man's Sky est une expérience qui est parfaitement satisfaisante. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce qui a vraiment changé, c'est le marché. Et ça, on en parlait. Et plus que le marché aussi, c'est des constructeurs qui font des choses un peu inespérées. Donc là, alors par contre, j'imagine que personne n'a joué à Assassin's Creed Mirage sur son iPhone 15 Pro. Si, c'est vrai. Ah non, d'accord. Non, parce qu'en vrai, je serais curieux de savoir comment ça tourne. Mais quand Apple a annoncé que sur le prochain iPhone, on pourrait jouer à Assassin's Creed, aux 2 derniers Resident Evil, dont un est un remake, le jeu de Kojima Death Stranding, ok, c'est assez incroyable, ça tourne super bien ou autre. Par contre, qui a envie de jouer avec un écran tactile? Je vous demande pas de lever la main parce que là, ce serait a priori personne. Mais hop, sauf que sur les smartphones modernes, on peut y connecter des manettes Bluetooth, on peut connecter ça sur un écran 4K OLED. En fait, vous avez une console portable, quoi. Donc a priori, ça marche. Mais il y a 5 ans, mais il y a même 3 ans, j'aurais pas pensé qu'on arriverait à avoir des jeux AAA sur ces objets-là. Donc on a quand même un marché qui, quelque part, évolue très vite, mais dans le même temps s'uniformise en termes de technologie. Et on a aussi des attentes qui ont complètement évolué. On ne fait pas que des jeux classiques derrière un écran. La réalité augmentée, la réalité virtuelle a pris le dessus, aussi pour des demandes qui sont différentes. On ne fait pas que des jeux vidéo de divertissement, on fait aussi des jeux vidéo de divertissement et pour la formation, et pour la santé, etc., etc., etc.
Et ça a impliqué, toutes ces choses-là, je n'ai même pas parlé de la scène e-sport, qu'on a des métiers qui ne sont pas des métiers dédiés à la conception de jeux vidéo, mais qui sont des métiers qui vont récupérer les technologies et aussi donc des personnes qui savent développer pour ces technologies-là. Mais par exemple, pour des constructeurs automobiles qui utilisent Unreal Engine pour faire de la modélisation de véhicules. Parce qu'au final, Unreal Engine, il est beaucoup plus performant et il est beaucoup plus accessible que les outils maison qu'ils avaient avant. Pareil pour les architectes. Vous avez aussi l'exemple de, même si ça commence à passer de mode, d'utiliser justement l'Unreal Engine pour faire des rendus de scènes pendant que les acteurs sont en train de jouer. Donc au lieu qu'ils jouent devant un fond vert, ils vont jouer devant un rendu quasi finalisé de la scène, ce qui est beaucoup mieux en termes d'immersion. Ce qui a aussi des limites, mais quand même, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés. Et c'est des outils qui viennent du jeu vidéo. Le cinéma d'animation aussi a récupéré. Il y a Unity qui avait tenté à une époque, quand ils ont développé tous leurs petits plugins pour l'animation, en fait, de faire de l'œil un peu au studio d'animation pour qu'ils utilisent Unity. Certains l'utilisent d'ailleurs. Donc on voit que, en fait, devenir aujourd'hui développeur de jeux vidéo, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va travailler dans le jeu vidéo. Et qu'on va avoir en fait des connaissances et des compétences qui vont toucher d'autres cœurs de métier. Et là, je vais passer rapidement, parce que François l'a très bien fait, mais juste pour dire que un point important, c'est l'émergence du jeu mobile, qui a modifié complètement les revenus du jeu vidéo et qui est associé, parce qu'on l'oublie assez vite, c'est pas juste la mise en place des premiers stores, donc l'Apple Store ou le Google Play Store, enfin qui a changé 15 fois de nom, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu les social games à un moment, et Candy Crush, vous y jouez sur Facebook à l'origine. Vous étiez en train de scroller sur la page, vous aviez une photo de mamie, et après vous pouviez jouer à Candy Crush. C'était vachement bien. Puis ensuite, Facebook a arrêté de faire ça. Mais c'est associé à ça. Donc il y a toute une somme de pratiques qui a complètement changé. Il y a le cloud gaming qui essaie de pousser, il y a la VR aussi qui continue à être très présente. Là aussi, je vais passer assez vite. C'était juste pour vous dire, le CNC, il y a un mois peut-être, a sorti le bilan 2023, donc pas que du jeu vidéo, mais aussi du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo, parce que le marché de la vidéo existe toujours. C'est un PDF qui est super bien fait, il y a tous les chiffres dedans, ils l'ont fait avec le sel. Donc vous pouvez le télécharger, il est très bien foutu, vous avez tous les chiffres dedans. Ce qui est quand même notable, c'est que le marché du PC s'effondre quand même au fur et à mesure. D'année en année, il commence à chuter, là où le marché mobile explose et le marché console, lui, continue d'exploser. Même s'il y a de moins en moins d'acteurs sur ce marché-là. Au niveau des publics, on reste stable. Par exemple, je parlais du côté assez genré du métier de développeur de jeux vidéo. On a quand même un public qui s'est très féminisé, entre guillemets, c'est-à-dire que les femmes maintenant jouent de plus qu'avant, ou en tout cas montrent qu'elles jouent plus qu'à une époque, et on a des jeux qui touchent beaucoup plus de personnes qu'il y a 20 ou même 10 ans. Des publics qui n'étaient pas du tout les publics cibles à la base, même si dans l'exemple des jeux les plus, disons, les plus haut budget, on reste quand même comme un public cible sur des adolescents entre 15, 18, voire 20, plutôt que sur une population un peu plus âgée. On pourrait parler de la scène indépendante qui a aussi complètement émergé avec notamment le Xbox Store à l'époque, ce qui s'appelait pas le Game Live, mais quand ils ont lancé la Xbox 360, ils ont permis aux indépendants de pouvoir sortir plus rapidement leurs jeux. Et du coup, on avait des indépendants qui pouvaient mettre en avant des petits jeux, Braid par exemple, l'un des plus connus, et c'était assez simple de devenir très visible. Et c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui, où il est de plus en plus compliqué de rendre visible un jeu qui est sorti. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un crash du jeu vidéo, on n'est pas dans une crise non plus, mais on est à un moment où aussi l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo se restructure. Se restructure parce que les usages et les attentes ont changé, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent. Et c'est pas commun qu'au jeu vidéo, le cinéma aussi est dans une certaine crise. Un film comme Furiosa, par exemple, très bon film, allez le voir, fait un flop complètement face à Garfield ou face à Super Mario, le film. Je pense, qui a vu Super Mario, le film? Ok. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, so-so, ouais. Ok.
Non, 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 non. En fait, ils ont sorti. Non, ils ont fait une vraie adaptation de Super Mario et pas un truc chelou des années 80. Ouais, non. Non, non, celui en synthèse qui est sorti par les gars qui ont fait Moi moche et méchant et qui est assez honnête. Après, pour les curieux, dans les années 80, il y a un film Super Mario en live avec Bob Hoskins qui est sorti. Prenez une bonne bière pour le voir. Ouais, 90, pardon, ouais, 90. Prenez une bonne bière, amenez des amis, un peu de pizza et accrochez-vous parce que c'est très spécial. Ouais, ouais, c'est très spécial. Mais c'est intriguant de voir comment est-ce que Nintendo pouvait s'en fichtre royalement à une époque de ce qui se faisait avec leur licence. Mais ouais, tout ça pour dire que aujourd'hui, être développeur de jeux vidéo, bah, c'est plus que ces messieurs-là. C'est aussi toucher en fait à des professions qui sont beaucoup plus spécialisées, qui sont multipliées et qui sont assez complexes. Et qu'on est quand même, malgré un ralentissement de l'industrie, dans une industrie qui est recherche, donc des pépites, mais des personnes qui ont des profils qui sont assez variés, mais très compétentes pour pouvoir passer sur des technologies qui sont certes les mêmes, mais rapidement sur des solutions VR, sur des solutions mobiles ou sur des solutions tout simplement liées aux consoles de salon. Et dans les métiers de la tech, en fait, un développeur de jeux vidéo, ça reste quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, va coder l'ensemble du jeu, coder le système de jeu, coder les outils qui vont permettre de pouvoir développer des niveaux, etc. etc. Donc oui, c'est quelqu'un qui va programmer. C'est quelqu'un qui va programmer en majorité en C, en C++, pardon, et en C#. Mais c'est aussi, et ça c'est important, c'est quelqu'un qui doit développer des soft skills. Ça y est, on vient de me dire de partir. Mince. C'est quelqu'un qui doit être capable de communiquer avec des équipes qui sont de plus en plus grandes, avec des profils de plus en plus variés. Et le développeur, c'est la personne qui va dire, bah, on a essayé d'intégrer votre mécanique de jeu, ça marche pas des masses. Le triple saut, en fait, ça pète un peu tout, quoi. Par contre, ça marche bien, on a fait un test, donc on peut avancer là-dessus. Un développeur, c'est quand même quelqu'un, dans le cadre d'un jeu vidéo, qui va appliquer de manière très concrète sur tous les choix qui vont être faits en termes de design. Et donc c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, évidemment, des équipes de design, mais qui doit être aussi capable de faire des retours constructifs. Il ne faudrait pas braquer tout le monde en disant non, c'est nul, ça ne marche pas. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment au carrefour de plein de métiers. Et développer des soft skills pour apprendre à communiquer, puisqu'on est un professionnel qui est très spécialisé, c'est-à-dire qu'on programme, pour aller expliquer en fait à un game designer que non, vraiment, quand on intègre ça, on voit que le double saut, ça ne fonctionne pas, ça ne remet pas en question la qualité de l'idée, mais c'est juste que ça ne marche pas dans le système qu'on a conçu. Ben, ça demande quelques compétences supplémentaires. Et c'est des choses, là aussi, qu'on n'avait pas dans l'équipe de Doom à l'origine. Ils codaient tous, ils étaient à peu près au même niveau, et bon, ils se crêpaient le chignon, il y a toujours plein d'histoires. Si vous suivez John Romero sur Twitter, il a plein d'histoires sur Doom qui sont vraiment trop bien. Donc il y a plein de métiers liés au développement de jeux vidéo. Il y a évidemment en général le développeur de jeux vidéo, mais vous pouvez vous spécialiser selon des types de plateformes. Vous pouvez aussi vous spécialiser pour juste travailler sur le gameplay, donc l'intégration des mécaniques, juste sur le développement du moteur. Quand je dis juste, c'est pas rien, c'est un taf énorme. Mais vous pouvez vous retrouver dans une boîte à juste travailler sur le développement du moteur et à aucun moment vous ne vous occuperez de la mise en place du jeu. Vous pouvez aussi tout simplement vous occuper des IA, donc de tout le fonctionnement des PNJ, des routines de jeu, de la simulation ou autre. Vous pouvez vous retrouver à vous occuper exclusivement du son aussi. Je ne sais pas si des gens s'amusent sur des petits projets Unity ou Unreal à utiliser Wise ou Fmod. Non, personne. Bon, c'est l'enfer. Et donc on a des postes spécialisés pour ça, pour des gens qui sont très patients, pour arriver à intégrer tous ces outils-là. Et donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Il y a plein de spécialités, mais quoi qu'il arrive, au début, qui développe des jeux vidéo? Même des prototypes ou autres, qui développent ces petits jeux? Ouais, il y a quand même pas mal de gens. 5 minutes. Ok, vous les faites sous quoi, a priori? Vous êtes... Alors j'ai eu RPG Maker, Unity Godot, j'ai pas entendu, pardon. Unity aussi, et Unreal. C'est les étudiants qui ont dit Unreal? Les étudiants là-bas aussi, ok. Donc vous avez quand même des outils qui sont vraiment bien documentés,
Il y a plein de chaînes tuto YouTube pour regarder comment est-ce qu'on développe son petit projet sur Unity. Il y a même la documentation d'Unity qui est très bien faite, celle d'Unreal un peu moins, mais ils vont finir par y arriver. Godot, c'est très bien fait aussi. RPG Maker, il y a plein de choses à faire. Bref, on a des outils qui sont hyper accessibles et hyper simples à utiliser. On peut prototyper assez rapidement, pour peu qu'on ait du temps de son côté, et qu'on ait un peu l'envie aussi, évidemment, d'arriver à développer des prototypes de jeux, voire même des petits jeux complets ou autres. Ce qu'on sait moins faire, c'est essayer de comprendre comment fonctionne derrière, par exemple, le plugin de caméra dans tel ou tel moteur, comment fonctionne, pour la manette, j'ai juste réutilisé du code qui est à côté, ou même qui est fourni par Unity, puis voilà, voilà ça. Mais le jour où vous voulez développer vos propres moteurs, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué d'essayer de sortir du carcan qui nous est donné. Et ça, c'est des compétences qui sont demandées quand même dans des studios, parce que tous les studios n'utilisent pas les moteurs Unreal Engine ou Unity ou Godot, dis-je à l'intention de certains étudiants qui aiment particulièrement Godot. Ça viendra, mais en tout cas, il faut être capable de développer en fait des fonctionnalités d'un moteur maison. Et ça, c'est tout un travail à part entière aussi. Mais si ça vous amuse de développer des jeux de votre côté, si ça vous amuse de passer du temps à regarder des tutos et à vous dire je vais m'amuser, je vais essayer de faire un Pong en 3D sur Unreal. Pourquoi pas. Ou même de faire une version 3D des échecs. C'est un jeu qui existe et qui est assez rigolo. Si ça vous amuse, vous avez de bonnes chances que vous ayez envie de devenir développeur de jeux vidéo. Et j'arrêterai, enfin voilà, parce que je suis en train de dépasser, mais j'arrêterai là-dessus, c'est que la question posée lors de cette présentation, c'est quel métier faire quand on aime le jeu vidéo. C'est un peu biaisé. On aime tous les jeux vidéo, a priori toutes les personnes qui sont ici. Ouais, je crois que c'est bon. On aime tous le jeu vidéo, on aime tous y jouer, c'est quand même du divertissement, c'est assez fun, on peut faire plein de choses avec. Travailler dans le jeu vidéo et faire des jeux vidéo, c'est pas la même confiture, quoi. C'est des outils qui sont, sont des objets qui sont compliqués à faire, créer une expérience de jeu, la mener, la tester, la valider, c'est à la fois très technique et très artistique. Quand on est développeur de jeux vidéo, on est quelque chose dans une posture qui est assez créative. Et donc ça demande en fait vraiment une volonté qui dépasse juste d'être simplement consommateur de jeux vidéo. Ça demande une vraie curiosité sur comment fonctionne un objet artistique, comment est-ce que fonctionne la réception d'un jeu par rapport à des choses, comment est-ce que fonctionne plus qu'un outil, mais l'expérience que je vais demander aux joueurs ou que je vais offrir aux joueurs, comment est-ce que je vais penser le jeu par rapport à ce qu'attend un joueur. Même quand on est développeur moteur, même quand on est juste développeur gameplay, ça nous demande d'avoir ces positions-là. On n'est pas nécessairement les game designers ou les leads qui vont être garants de l'expérience de jeu, mais être développeur d'un jeu vidéo, c'est quand même se poser ces questions-là. Et le mieux pour les personnes qui sont intéressées par ce métier, enfin par l'un de ces métiers, si vous voulez expérimenter ce que c'est en fait de faire un jeu vidéo, je vous invite vraiment à faire des game jams. Qui a fait une game jam ici ? Ok, un petit peu de gens. Une game jam, c'est pas une expérience que vous retrouverez dans un cadre professionnel. Aucun studio de jeux vidéo va vous demander, vous avez 48 heures pour faire Cyberpunk, salut. Non, faire une game jam, c'est passer 48 heures avec parfois des inconnus, à manger des pizzas et boire des boissons non alcoolisées, mais néanmoins pas très bonnes pour le foie. Red Bull, par exemple, ou Coca Zero. Et au bout de 48 heures, il faut s'être mis d'accord, il faut avoir fait un prototype de jeu. Et on passe par toutes les étapes. Brusquement, il y en a un qui n'a jamais fait de son, mais qui va s'occuper de faire du son. Un autre qui va se mettre à dessiner, parce que il nous faut quelqu'un qui fasse 2-3 assets graphiques, donc il va falloir y aller. Et c'est une expérience qui est très formatrice. Donc si vous voulez devenir développeur de jeux vidéo, ou si ça vous intéresse, allez à une game jam. Les écoles font souvent des game jams parce que ça reste très fun ou autre. Ça va vous coûter en termes de sommeil, mais l'expérience humaine est assez folle et ça, disons, validera le fait que vous voulez devenir développeur de jeux vidéo ou en tout cas travailler dans le jeu vidéo. Voilà, je voulais vous finir là-dessus parce qu'on est en train de mettre d'heure. Merci de votre attention et je ne sais pas qui enchaîne. Merci à toi. Donc effectivement, le jeu, c'est pas qu'être dev, c'est pas qu'être créatif, il y a vraiment un ensemble. Et effectivement, ça nécessite
des compétences vraiment très très spécifiques parfois, mais c'est ce qui est aussi extrêmement intéressant. Et ben on va parler de libVLC. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion. Vous connaissez peut-être le fameux logiciel VLC. Oui, non? Voilà. Donc c'est quand même le créateur, l'un des créateurs quand même de cet outil-là. Et donc il va nous parler spécifiquement de libVLC. Donc merci à toi Martin d'être venu, parce que je sais que tu passes pas forcément très souvent en